Bonjour, c'est Nightwing, Raid épisode 3. Aujourd'hui, je suis avec ma main Jamsey de Bug Titan. Je vais laisser se présenter. On va parler de la compétitivité, tout ce qui est lié à la compétitivité dans le crump, de près, de loin, et aussi et surtout son parcours et sa vision du crump. Voilà. Du coup, on va commencer directement. Je vais te laisser te présenter, Jamsey, expliquer comment tu as commencé le crump. Pourquoi tu as commencé le crump? Surtout, quel a été ton premier contact avec le crump? Est-ce que ça s'est fait directement ou pas? Ok, Ah, bah écoute, comme Monsieur Nightwing l'a dit, moi c'est Jamsey. J'ai 31 ans, je suis originaire de Villepinte, donc c'est aussi là-bas que j'ai découvert le crump pour la première fois. Il y avait plusieurs crumpers, dont certains noms dans le passé, dans le crump, étaient connus, type Gunshot, mhm. il y avait Callisto, il y Ouais, avait encore Wessler, il y a moi, il y avait encore d'autres crumpers, parce qu'on était beaucoup de crumpers à Villepinte. Il y a eu ok. à peu près quasiment plus de 35 à 40 crumpers et grosse vague qui a arrêté d'un coup. Et du coup, les crumpers qui sont restés Mhm. sont ceux que vous connaissez actuellement et que vous avez connus il y a 10 ans. Donc du coup, ben, moi, j'ai commencé par là. Mhm. J'ai ensuite rencontré Mawa directement à Villepinte qui nous a dit en fait qu'il y avait du crump à la Défense, Mhm. donc du coup en région parisienne. Et de là, ben, nous, on est parti à la Défense découvrir un peu le game parisien pour la première fois. La première fois, j'ai vu Prince, j'avais vu Tiger, enfin voilà, ça labait pas mal à la Défense, à peu Mhm. près tous les dimanches après-midi. Ouais, Bah, du coup, là-bas, j'ai pu voir aussi Sanka. Sanka aussi qui est venu beaucoup de fois à Villepinte, donc Sanka était mon premier bigomie. d'accord. Sanka, puis ensuite de Sanka, j'ai fait un peu Nasty, j'ai fait la Fallen Fame avec Diasco, moi, au tout début. Et puis après, Nasty a dû arrêter le crump pour Ouais. des problèmes de santé. Et de là, j'ai rencontré West. Donc West a été le bigomie qui m'a, on va dire, quasiment appris quasiment tout dans le crump, enfin qui m'a appris le maximum de choses. Donc je suis resté dans la West Fame, qui est devenue la West Rock, Intimidate, il y avait Rockman, enfin voilà, il y a eu tous les équés de West que j'ai eu l'opportunité de faire. Mhm. Je représentais pas mal de grades chez lui, que ce soit en tant que boy ou junior. Et de là, bah, après, j'ai pris mon envol en allant chez Concrete. Ouais, Ça l'a pas trop fait suite à des bifs qu'il y a eu. ok, Et de là, je suis allé chez Ruin, puis je suis retourné chez Concrete. ok, Et du coup, c'est moi qui ai quitté récemment parce que j'avais envie de tracer un peu mon chemin moi-même. ok. Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce que tu as dit à Villepinte, vous étiez beaucoup au départ, et puis d'un coup, il y a eu une session, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il y a eu une partie du groupe qui a arrêté? Ben, je pense que c'était lié par rapport au créneau associatif. Mhm. Donc c'est vrai qu'à Villepinte, on avait plusieurs créneaux associatifs. Je crois qu'il y avait une personne qui s'appelait JR qui Ouais. travaillait avec Callisto. Mhm. Donc du coup, c'est lui qui tenait l'association avec bah, du coup Callisto. Et Mhm. je sais qu'il y a une délocalisation, un truc où la personne, bah, du coup, JR, je pense qu'il devait aller dans d'autres locaux ou déménager. Enfin, je ne me rappelle plus vraiment, tu vois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je sais que ça a créé une cassure parce que les élèves qui étaient là, en fait, ils faisaient aussi de la chorégraphie avec lui dans D'accord. d'autres styles. Ouais, Et le créneau crumb qui était proposé par Callisto, ouais, donc pas forcément par lui. Donc du coup, je pense qu'il y a eu peut-être cette petite je vois. cassure. Puis au-delà de ça, il y avait, je pense aussi l'intérêt de vouloir continuer. Je pense qu'il y avait un groupe de crumpers dont j'en faisais partie, Hmm. qui avait l'intérêt de vraiment pousser, de continuer, d'aller à la défense. Ouais, C'est vrai qu'il y avait des gens plus jeunes que nous à ce moment-là, même si on n'avait que 17-18 ans, donc qui avaient besoin de leur accord, des parents, ouais, etc. Donc je pense que tout ça, ça a joué, ça a joué, et ce qui a fait que bah, voilà, le groupe s'est un peu dissous. ouais. Je vois. Et alors, est-ce que quand tu as commencé, tu as adopté directement le wiki de Jamsey ou est-ce que c'est venu, à quel moment c'est venu? Et si tu peux un peu expliquer d'où ça vient. Enfin, moi, je sais personnellement, mais du coup, pour tout le monde, un peu, pour le crâne français. Bah écoute, le personnage Jamsey, je pense il est né vraiment à partir de 2010-2011, Ouais. mais il s'est développé avec le temps, Hmm. comme tout personnage. Après, l'origine du nom, j'ai pas forcément d'origine spécifique, c'est vraiment un nom que moi j'ai trouvé comme ça. En plus, quand j'étais au Bled en 2010, je me suis dit j'avais envie de trouver mon nom à moi, Ouais. au-delà d'avoir le nom de mon bigomie. D'accord. Et voilà, j'ai trouvé le nickname Jamsey intéressant. Ouais. Et de là, j'y ai attaché ma vision. C'est-à-dire que ma vision n'a rien à voir avec le nom Jamsey en lui-même. C'est vraiment la vision de Crumper que moi j'ai Hmm. développée avec le temps. Et personnage et caractère, etc. Ok.
Et revenir également sur Nasty, grosse période, grosse fame aussi. Oui. Ouais, Très, très grosse fame même. Si tu peux nous raconter un peu comment t'es arrivé, enfin là tu l'as raconté rapidement, mais si tu peux rentrer dans les détails, comment t'es arrivé en fait dans ce groupe-là, dans cet entourage, et comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça t'a apporté. Voilà, après on sait que quand Nasty a arrêté, c'est West majoritairement qui a repris. Comment s'est fait la transition, etc. Si tu peux raconter. Alors, pour moi, c'était quand même de beaux souvenirs, parce que du coup, là, tu me fais remonter bien en arrière. Ça me fait penser déjà à des lieux insolites. Quand je dis insolites, plutôt historiques, plutôt. Parce que très peu de personnes le savent, mais en fait, devant Bouncing Walls, il y a une espèce de petite maison, en fait, d'association que les gens ne voient pas forcément. Et c'est là, de base, en fait, où il y avait les premiers, enfin, pas Bouncing Walls, mais c'était un peu la maison des Buckaholics, donc un peu l'ancêtre de X2Bok, mais enfin voilà, vous avez compris, c'est l'origine. Et il y avait pas mal de sessions crump qui se passaient dans ce petit espace, dans cette espèce de maison de quartier / école. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment su ce que c'était, j'ai pas de mytho, mais c'était, on va dire, une maison de quartier dans laquelle on avait l'habitude de sessionner, etc. Et puis moi, à l'époque où j'étais chez Sanka, Sanka il aimait bien aussi m'emmener là-bas. C'est de là que j'ai commencé à voir West, les Snoop, les Ballas, les Diasco, les Blackwood, à l'époque Hardway, à l'époque Wolf, Coco, Kelias. Donc c'était vraiment des gens qui venaient souvent là-bas parce qu'ils faisaient partie aussi du crew Buckaholics à l'époque. Et du coup, j'ai pu rencontrer un peu cette nouvelle vibes-là. Et puis il y avait Nasty qui venait, qui entraînait sa Nasty Fame, etc. Et de là, un jour, avec Sanka, j'étais venu pour l'AB. Et Sanka et Nasty, ils s'entendaient bien ensemble, vu qu'ils faisaient partie du même crew Real Underground à l'époque. Et de là, un jour, il m'a dit de l'AB avec Nasty. Et j'ai l'AB avec Nasty, j'avais pas mal aimé, on avait recommencé. Et un jour, il m'a dit que par rapport à tout ce qu'il fait, des fois, il n'aura pas forcément le temps de l'AB. Et qu'il trouvait ça bien que j'ai un équerre aussi chez lui. Donc moi, je lui ai dit, OK, pas de souci. Et puis j'ai commencé un peu à taffer avec Nasty. Très très peu de temps, j'ai dû taffer peut-être 1 ou 2 fois avec lui et c'est tout, parce qu'après malheureusement il a eu ses problèmes de santé. Et du coup celui qui a pris la relève pendant un petit moment c'était Diasco. Donc Diasco, on a eu l'habitude de l'AB dans un garage à la Courneuve, pour te dire. Donc c'était vraiment une époque de ouf, c'est de là que j'ai rencontré l'ancienne girl West Rock, donc Jessie Destiny. Et de là on l'AB dans le garage, il y avait Snoop qui venait, et Ballas qui venait, il y avait du coup Jessie Destiny, l'ancienne girl West Rock, il y avait moi. Et du coup, Diasco, il m'apprenait vraiment le style Fallen comme Nasty lui avait montré, comment lui aussi il arrive à le développer, etc. Et de là, j'ai training. À ce moment-là, avec Sanka, on a pris un peu des distances. Et lui a décidé de me drop. Pour une raison que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas forcément. Après, c'est le passé et voilà, je pense qu'il a fait son choix. À ce moment-là, il sentait que forcément, peut-être, on n'était peut-être plus vraiment sur la même vision. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, de là, moi, j'ai continué à être à fond dans le personnage Fallen. Puis Nasty a arrêté le crump. Comme je disais, plutôt tout à l'heure, je disais Nasty avait arrêté le crump et West, voilà, à ce moment-là, West avait repris la Nasty Fame. Parce que c'est pas repris directement, mais avec du temps, il y a des gens qui voulaient, il y a des gens qui voulaient pas, parce que je me rappelle, il y avait cette histoire de est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de s'entraîner avec West ou est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent plutôt représenter Nasty by their own, comme on dit en anglais. Et de là, West m'a fait la proposition, il m'a dit écoute, voilà, je vais ouvrir ma Fame, il y a Ballas dedans, est-ce que tu as envie de nous rejoindre? Donc moi je m'entendais déjà bien avec lui, je lui dis ok et de là j'ai rejoint la West Fame. Ok. Et West, on sait que tu as une relation où vous êtes vraiment, vraiment proches. Si tu peux un peu expliquer comment ça se passait, quel était ton rôle aussi dans la West Fame, rapidement aussi. Écoute, chez West, je suis rentré comme un Lilomi. Après, je suis devenu un peu, du coup, fait très vite partie des hauts gradés, des gens qui ont un peu une responsabilité dans la Fame. C'est vrai que j'ai fait quasiment toutes les Fames de West. J'ai fait West, West Rock, Rockman, Intimidate. Je pense que j'avais une grande responsabilité dans la Fame. Puis de là, on est devenus amis. On est devenu peut-être un peu plus amis à un moment que Lilomi, Bigomi. Et c'est de là que moi j'ai senti le besoin de peut-être de grandir encore plus, puisqu'on regardait beaucoup de vidéos des crumpers américains et on avait un peu nos préférés. Lui, à ce moment-là, c'était Eyes. Et moi, à ce moment-là, c'était Concrete. Et de là, moi, il m'a dit, écoute, voilà, si un jour tu as envie de réaliser ton rêve, tu as envie un jour d'être chez lui, sous lui, moi, je te l'autorise, je te donne un peu ma bénédiction pour ça.
Et le jour où ça arrivait, du coup, j'ai quitté Savem pour aller chez Concrete. Ok. C'était pas possible de rester dans les deux? En fait, à ce moment-là, je voyais pas forcément les choses de... Enfin, en tout cas, moi, dans le crème, j'ai jamais vraiment eu cette vision de je suis dans une fame, je reste dans l'autre parce Ouais. que il y a ce rapport d'affinité, etc. Moi, j'ai eu... Mon rapport de loyauté, il est peut-être différent d'autres fames. C'est-à-dire que si t'es chez moi, Ouais. t'es chez moi. Si t'es chez un tel, t'es chez un tel. Je suis pas Ok. forcément partisan des équerres à une seule condition, c'est que ça arrange vraiment les deux fames, etc. Et c'est pas vraiment un processus que je fais, je vais pas mentir, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, en tout cas, T du Crump, Mhm. on va dire on était vers 2013, j'étais vraiment dans un truc fame. J'étais pas du tout sur les trucs de Eke. Mhm. Je trouvais ça pas trop cool d'ailleurs, Ouais. vis-à-vis du Bigomi A que tu as et de Ouais. le Bigomi B. Enfin voilà, au début Ouais, j'étais c'est pas vrai. trop friand, tu vois. Et puis avec le temps, j'ai forcément reconsidéré ces questions-là, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je pratique. Ouais, je Voilà. capte. Toi et moi, on est issus du sport. Je sais qu'on en parle souvent, basket, NBA, etc. À toi aussi le foot. Mm. Mais du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre le sport et la danse en général? Je ne vais pas préciser juste le crump, puisqu'on peut retrouver aussi ces points communs dans tous les autres styles de danse. Si tu peux expliquer, en tout cas selon toi, comment tu fais le parallèle entre les deux et comment tu t'y retrouves. Alors pour moi, il y a des choses positives et il y a des choses, on va dire, négatives. Je vais commencer par les négatifs. Pour moi, il y a quand même un fossé entre un danseur Mhm. et un sportif. Le danseur, lui, il est là pour créer. Le sportif, il est là pour exécuter et chercher un résultat. Déjà pour commencer. Ce qui veut dire par là que, en fait, dans le sport, tu as cette part de créativité, mais elle a des risques. Ça veut dire que si toi, tu es en match et que tu commences à faire des dribbles, des trucs, etc., et que Mhm. tu perds le ballon, tu risques de t'encaisser des paniers, tu risques de perdre le match et tu risques de pénaliser une équipe. Ouais. Or que quand tu es danseur et que tu vas créer des nouvelles choses, Mhm. ça va impacter que toi si c'est mauvais, tu vois ce que je veux dire. Que tu sois dans un battle ou que tu sois dans un lab ou que tu sois dans une performance, Mhm. c'est toi qui seras le maître de ton destin, on va dire. Ouais. Alors que dans le sport, en tout cas, moi j'ai fait plus de sport collectif que de sport individuel. Ouais. Dans le sport, les choix que tu prends sont cruciaux pour ton équipe. Ouais. Donc déjà, c'est déjà un rapport qui est complètement différent. Mhm. Maintenant, il y a aussi un deuxième truc que je voulais rajouter, tu as ce rapport à la collectivité. Aujourd'hui, maintenant plus du côté danse, tu vas peut-être pouvoir plus compter sur un membre de ta fame que sur un membre de ton équipe au basket. C'est-à-dire qu'au basket, le gars, ça va être ton frère de sang, mais juste sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? À part si avec certains joueurs, tu as plus si affinité, mais là, ça regarde plus du degré de l'amitié que plutôt du degré de camaraderie. Oui, Tu vois ce ouais, que je veux dire? C'est ouais. ça que pour moi où la différence, elle se fait. La Ok. camaraderie dans le crump, elle est beaucoup plus fraternelle Ouais. que dans le sport. Maintenant, pour finir sur cet aspect compétitivité au niveau des sports et de la danse, Ouais. là où je me retrouve totalement identifié, c'est vraiment dans les tournois. Dans les tournois type, pas forcément dans les call-outs, parce que pour moi les call-outs c'est intrinsèque, genre tu peux aller à la limite que tu veux et ton adversaire aussi, il n'y a pas de jugement. Alors que dans la compétitivité, tu as un jugement. Dans un match de basket, tu as un résultat. Ouais. Donc dans la compétitivité danse, tu as un jugement, tu as un Ouais. résultat aussi. Donc c'est de là que le parallèle il se fait. Mhm. Et c'est de là que le sport m'a pas mal influencé dans mes préparations de tournois, dans mes préparations de mes rounds, dans mes préparations aussi mentales, parce Ouais. que tu as aussi une préparation mentale. La préparation mentale que je faisais avant mes matchs, c'est la même préparation mentale que je fais dans la danse. Ouais. C'est juste qu'au lieu de réviser mes doubles pas, certains dribbles et mes tirs à mi-distance et à 3 points, là, je vais plus laber, être sûr, voir un peu où j'en suis niveau crump, quel est mon ressenti sur le moment, comment moi je suis censé aborder ce battle, comment je suis censé aborder ma demi-finale, ma finale, etc. Ouais. Donc il y a toute une préparation, mais plus mentale, Mhm. plutôt que au niveau des mouvements ou des labs, de la fréquence que je fais par semaine. Enfin, pour Ouais. moi, c'est plus important le mental que combien de temps tu t'entraînes, quoi. Totalement. Ok. Et tu dirais pareil pour l'hygiène alimentaire? L'hygiène alimentaire, alors, c'est assez particulier parce que en vrai de vrai, tu peux faire attention à ce que tu manges, tu Ouais. vois. Il n'y a pas de problème, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va t'aider dans n'importe quel domaine, pas Ouais. forcément dans la danse. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très sportif. Mhm. Je suis pour le bien manger. Je vais pas dire que je suis pour la malbouffe, même si j'en mange de ouf. Mais voilà, je pense qu'un petit plaisir de temps en temps, bien manger sainement, ça peut plus que développer tes capacités. Et ça, je Ouais. pense que c'est pas seulement que dans la danse, quoi. Ok. Et pour rester dans le sport, dans l'aspect sport, il y a un truc dans le sport au-delà de la compétitivité, c'est l'ego. Et par le crumb game,
je pense que des fois, tu es perçu comme quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Qu'est-ce que t'en penses, Je sais ça. Bah, en fait, je vais dire deux choses. La première, c'est marrant, bah, déjà, ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est des choses que des gens peuvent me reprocher, mais au moins, je préfère être ma personne qui m'assume à 100% et de dire tout ce que je véhicule. Peut-être que ça va pas plaire à certaines personnes. En fait, je pense qu'on est né sur cette terre, excuse-moi, pas forcément pour plaire, mais pour accomplir des actions. Moi, aujourd'hui, je vais déposer un travail que je suis persuadé, dans 20 ans, on regardera encore. Moi, c'est ça ma conviction. Ma conviction, c'est pas forcément de plaire, d'être bien vu, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que l'ego, c'est une bonne chose. J'encourage personne à avoir des mauvaises attitudes. Je pense que tu peux avoir de l'ego et avoir une bonne attitude. Il y a des fois, il peut y avoir des énervements, il y a des fois, il peut y avoir des trucs, mais pour moi, ça fait partie de la compétitivité, ça fait partie du sport. Je m'énerve de la même manière sur un terrain de basket que je m'énerve dans un battle. Tu vois ce que je veux dire? C'est du score, c'est du sport, excuse-moi. C'est quelque chose qui t'anime, tu vois, t'as un feu qui t'anime. Moi, quand je regarde un match de foot, tu me regardes regarder un match de foot, mon gars? Ouais, mais comment ça? Non, je crie dans toute la maison, je réveille tous les voisins, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai cette flamme-là, tu vois ce que je veux dire? Et cette flamme-là, je la retrouve en battle, je la retrouve aussi, des fois même dans des sessions, parce que des fois, la session, elle est hype, tu vois? Et des fois, t'as de l'ego qui se passe. Moi, c'est un truc, par exemple, que j'aime bien aux États-Unis. Dans la session, certes la session, t'as la dynamique, mais t'as aussi l'ego qui va avec. Le gars, il va te pousser, OK, that's my turn, let's go, I'm gonna show you. Non, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il est contre toi, ça veut juste dire que lui veut faire encore plus monter la sauce. Tu vois ce que je veux dire? Après, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément d'individualité, il y a énormément de visions différentes et il y a énormément de types d'ego différents. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont être dans une collectivité et peut-être avoir de l'ego. Il y a des gens qui vont peut-être avoir une petite collectivité et qui vont avoir de l'ego, qui vont peut-être plus perçu. Enfin, c'est un curseur, tu vois. Pour moi, c'est un curseur. Et pour finir sur l'ego, ouais, en vrai, autant s'assumer que voilà, tu vois. Après, moi, je pense que dans le game, les gens qui me connaissent vraiment pensent que je suis pas une personne mauvaise, au contraire, parce que si j'étais une personne mauvaise, il y a plein de choses que j'aurais fait au contraire du crump ou que j'aurais fait pour un peu niquer la vibe du crump. En tout cas, moi, tout ce que j'ai fait, les gars, c'est juste être moi-même. Donc voilà, moi, je suis pour l'amour du crump. Après, voilà, si tu veux du bif, mon gars, t'auras du bif. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dormir sur ça, je vais pas tu vois ce que je veux dire, te caresser la pommade. Je pense que les gens dans le game, ils savent comment je suis. Je sais comment ils sont aussi. Et je préfère avoir de la bonne compétitivité que de la compétitivité pas forcément assumée. Tu vois. Ouais, je capte. Ouais, je capte totalement. De toute façon, voilà. Après, si j'ai un truc à dire sur l'ego, je pense que c'est quelque chose aussi en France où on a pas mal de mal. Enfin, si on prend l'exemple de Thierry Henry ou actuellement Kylian Mbappé, on les trouve arrogants, blablabla. Alors qu'aux États-Unis, on a moins ce truc-là. En fait, je trouve que, comme tu disais, en fait, l'ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Comme tu dis, tu es dans la compétition, c'est quelque chose qui peut te pousser en haut. Et j'ai envie de dire que quand tu es menacé, tu te sens menacé par l'ego de quelqu'un, c'est toi, en fait, qu'il faut remettre en question et pas l'ego de la personne, en fait. Ça, je suis d'accord. Parce que l'ego de la personne, c'est comment elle se voit. Mais pourquoi la façon dont elle se voit, en fait, tu te sens menacé par la façon dont elle se voit. Ouais. Bah après, en fait, je pense que, je pense, par expérience de ce que j'ai vu sur ces 14 ans, il y a une espèce d'uniformité invisible qui s'est créée. Ça veut dire, tu dois être lisse, tu dois pas parler, tu dois pas avoir de réflexion trop, tu dois pas écrire de statut sur Instagram, tu dois pas. Si tu fais pas toutes ces règles, t'es bien vu. Okay. Moi, ça marche pas avec moi, ça. Moi, je suis pas dans une cage, je suis pas dans un enclos. Aujourd'hui, moi, je dis ce que j'ai à dire parce que j'ai une voix qui porte aujourd'hui, j'ai de l'expérience. Moi, quand je porte ma voix, c'est pour surtout faire passer un message, en général. Après, par exemple, pour reprendre l'exemple des États-Unis, quand je suis parti aux États-Unis pendant 10 jours, tu as énormément de danseurs qui ont peut-être 2-3 ans de crème qui parlent déjà. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent mal, ça ne veut pas dire que ça veut juste dire qu'en fait, ça fait partie de la culture. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir grandi avec quasiment plus de 10 DVD qu'on a regardés où il n'y a que ça, du trash talk, il n'y a que de l'ego, il n'y a que de la compétitivité et les mecs qui preachent pour ça. D'ailleurs, c'est tout scripté, donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça pour vous dire que ils l'ont scripté, mais c'est pour montrer en fait la compétitivité. Et aujourd'hui, ça a servi aux crumpers parce que ces crumpers-là, même s'il y en a qui parlent pas, il y en a qui vont parler, aujourd'hui, ça te fait aller dans le call-out en mode « Ok, je vais aller pour abattre l'ennemi », tu vois. T'as ce truc que je retrouve
pour ma part, hein, à mon sens, un peu moins dans les autres danses et que tu retrouves vraiment dans le crump qui est présente. C'est-à-dire que tu as des gens qui viennent dans des crump battles pour voir des call-outs assumés, pour voir des gens qui se clashent, pour voir des gens en mode dire c'est mon territoire, toi c'est ton territoire et aujourd'hui ça va se fight. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est un aspect important à ne pas perdre, mais il y a un seul curseur sur lequel je veux mettre, c'est il ne faut pas manquer de respect. Il ne faut pas manquer de respect à un autre danseur. Il ne faut pas non plus interpréter l'ego comme un manque de respect. Ça veut dire que l'ego du danseur, quand lui va se mettre en action, il va danser, il va commencer à sortir des trucs sans forcément vouloir traiter des gens ou dire des insultes. Ça, c'est pas nécessaire et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Après, il y a le débat de toucher, pas toucher. Moi, personnellement, je vis une bif à fond. Si j'ai envie de te toucher, je te touche, t'es pas content, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le bif. Moi, je prends mon truc, je prends mon personnage, je l'assume. Moi, j'ai vu Riot contre Dead End au State. Les gars, quand vous allez voir la vidéo, c'est parti loin, 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 loin. Hein. Les DCX, ils savent. Hein. Et c'est parti très, très loin. Je parle de... Hein. Donc, vous allez voir, les gars. Je dis pas de bêtises. Des fois, des bifs peuvent partir très loin. Parce que des fois, quand c'est mal interprété, c'est à ce moment-là que, tu vois ce que je veux dire, que ça part un peu en cacahuète. Alors que quand ça reste dans la danse, t'as un très beau bif. Et vous verrez dans Battle, c'est un bif incroyable, genre trop marrant. Mais... quand ça dépasse, c'est là que c'est inutile. Tu vois, les trucs de gangsta, tu vois, c'est inutile. Alors que là, quand tu es seulement dans le truc, dans l'échange, voilà, tu vois. Et est-ce que justement, tu trouves que actuellement dans le crump, parce que je parle avec beaucoup de gens, Newgy, OG, Heavy Hitters, etc. Et en termes de call-out, c'est plus comme c'était avant. Ouais. Peut-être parce que il n'y a plus de beef. Avant, il y avait le gros beef, donc RU, Monstars, puis Madros, etc. Et comme tu dis, en fait, les gens, ils ont du mal à séparer en fait la vie et le crump, garder un beef totalement au crump et le faire bien. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une différence entre le hip-hop et le crump en termes de call-out assumé? Alors, ta question, elle est pas mal parce que effectivement, on va pas se mentir en termes de hargne. Je vais parler avec vraiment que le mot hargne, ça a complètement chuté. On va pas se mentir. Alors, peut-être qu'avant, le contexte aidait à faire ces call-outs. C'est des call-outs d'ailleurs très historiques. Hein. J'ai des images là, qui défilent dans ma tête. La Défense, Châtelet, tout ça. Même The Corner Street Session. La session de Waker à Nanterre, là. Je me rappelle encore. C'était quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y avait des sessions où vraiment, il y avait des bifs assumés. Il y avait des... Tu sais, tu venais, genre, c'était clan contre clan. Et donc, peut-être que ça favorisait à ce type de challenge. Parce que là, tu as vraiment toute ta MIFA qui est derrière toi en mode, ouais, on va te préparer pour ce challenge-là. Tu avais vraiment des fames qui préparaient les Lilomi pour ce challenge-là. C'était vraiment un truc de fou. Aujourd'hui, on est entré un peu dans une ère pacifiste où je sens un peu que, vas-y, ça va revenir un peu... chacun va un peu reprendre certaines positions, mais tu sens que comparé à avant, ça va être différent. Parce qu'aujourd'hui, tu as Instagram, aujourd'hui, tu as des outils de professionnalisation, aujourd'hui, tu as le crump, mais au-delà des call-outs et de la street. Donc, du coup, c'est un peu différent. Et je pense que les gens de la nouvelle génération, ils essaient de prendre the whole package, tu vois, ils essaient de prendre tout le paquet et ils pensent pas forcément qu'il y a des classes à respecter. Et puis, même s'ils se disent qu'il y a des classes à respecter, quand ils voient leurs potes ne pas forcément respecter cette classe et passer de là à là, ou de passer de telle étape à telle étape pour essayer de pas directement faire ça, mais faire ça et voir que ça marche et ensuite revenir ici. Je sais pas. Moi, je pense pas qu'il y a plus forcément d'étapes, en tout cas sur le cursus, mais en termes de call-out, bah ouais, ça devient pauvre, quoi. Ça devient pauvre en termes de challenge. Moi, je me rappelle, à un an de crème, j'avais déjà Battle Eyes, j'avais déjà fait quart de finale EBS, parce qu'en fait, j'avais cette niaque-là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans la fame, je me rappelle quand West, il avait proposé qui veut Battle Eyes avec moi, bah, il n'y a que moi qui a répondu. Les autres, c'était là en mode, c'est ta live, vous êtes sérieux? Non, non. Moi, je m'en foutais que ce soit ta live, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dès 2010, je m'en foutais. Ok, c'est ta live, ok, il n'y a pas de problème. Mais justement, je vais faire mon expérience. Je vais montrer à ta live qui je suis. Et depuis ce jour-là, il me le dit toujours à chaque fois qu'il est venu en France. Je me rappelle de toi, at the JD School, the whole JD School, you was battling me and West, that was crazy. Non, non. Et au final, ça, c'est une reconnaissance que moi, je prends de gratifiante, tu vois, parce que c'est quelque chose qui m'a fait, entre guillemets, connaître. Mais il m'a pas fait connaître parce que je suis Jamsey ou quoi que ce soit. Il m'a fait connaître parce que je suis venu dans le dance floor, j'ai fait mes rounds et il s'est rappelé de moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'a fait plaisir instantanément. Et c'est ça qu'on cherchait en plus de base. Nous, c'était pas en mode, vas-y, on vient, on call out Eyes, on fait la mala parce que c'est... Non, c'est en mode vraiment, là, on prend Eyes. On veut faire notre battle contre Eyes et Bidash du coup, et ça s'est très bien passé. Nous, on a kiffé en termes d'expérience. On s'est fait défoncer, on va pas se mytho. Mais on a montré qu'on était là, et c'est le plus important. Tu vois. Exactement, ben, je me rappelle la même expérience où c'était à Lyon. Du coup, les Sunrise et Marvelous, on avait battle Eyes.
grosse expérience et t'apprends énormément. Bien sûr, oui, tu te fais déchirer et tout. Mais C'est ça. mais t'apprends énormément. Et c'est un truc que peut-être les newbies pourront jamais connaître. Mais voilà, c'était une belle époque. Et pour revenir du coup sur ce que tu disais en termes de call-out, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme Enforcer disait, ce truc de Eyes, il a set à un moment une période de ouais, j'ai jamais perdu, greatest of all time, etc. Et du coup, tout le monde a commencé à avoir peur de perdre. Et là, maintenant, en plus, il y a les réseaux, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, quand tu perds, c'est devant tout le monde entier. Avant, tu perdais, notre époque 2010, tout ça, tu perds en France, ça va sur le forum Monstars, et voilà, on n'en parle plus. Voilà. C'est ça. Et du coup, alors, 2 questions. Quand tu rentres dans un tournoi, est-ce que quand tu n'es pas d'accord avec les décisions du jury, comment tu réagis, du coup, comment tu le prends, ou l'autre question, et peut-être c'est pareil, c'est lié ou formulé d'une autre façon, est-ce qu'il t'arrive d'être mauvais perdant? Alors, moi, il y a un truc que je vais statuer direct. J'aime pas perdre, parce que je suis un compétiteur. Ouais. Donc, pour moi, il y a une petite nuance entre ne pas aimer perdre et être mauvais perdant. Donc déjà, moi, je pense plus que je n'aime pas perdre plutôt que être mauvais perdant. Donc déjà, ça, c'est un truc. Ouais. Maintenant, la deuxième chose, ma vision, en fait, par rapport au battle, les jugements, par exemple, quand on va te faire perdre, etc., elle a grave évolué par rapport à la timeline du temps. Ça veut dire qu'au début, on me faisait perdre, je comprenais pas pourquoi, j'étais vénère, je pétais les plombs, non. Ensuite, ça a évolué en vas-y, je vais demander pourquoi. Ouais. Ensuite, j'ai commencé à demander pourquoi. Il y a un truc que j'ai compris directement. Tu vas demander à tes juges, tu vas dire oh, mais moi, c'est à cause de ça. Tu vas demander à un autre, tu vas dire en fait, moi, je trouve que dans tes bases, je trouve que si, ça. Et quand tu vas demander à un autre, il va dire oh, moi, c'est juste à ce moment-là. Donc, je me dis attends, là, en fait, il y a un problème. Donc, dans ce problème-là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un problème aussi de connaissance. Et ça, il faut le dire, les gars, il y a un problème de connaissance, tout simplement. C'est-à-dire que des fois, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et se dire, OK, j'ai peut-être pas tout appris du crump. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas apte à juger. Tu peux quand même juger, tu vois. Mais aujourd'hui, pour moi, un juge est capable de s'asseoir là. Et genre, par exemple, tu as fait un round, je t'ai fait perdre. On peut en parler pendant 1 heure. On peut en parler pendant 1 heure. Je peux te dire si ça, à tel moment, ça. Ton timing, ta musicalité, ta prise d'espace, ta prise de risque. Il y a des termes, il y a du vocabulaire, il y a de la connaissance. Alors, je peux entendre que beaucoup de gens peuvent te dire ouais, mais moi, c'est pas ma façon de juger. Moi, je suis plus sur le ressenti, etc. Pour moi, je le dis direct, c'est une feinte. C'est une feinte. Arrêtez avec ça. Pour moi, c'est un truc qui pourrit le game. Dans le sens où, aujourd'hui, si tu veux apprendre à ce game-là, il faut plutôt être dans l'éducation plutôt que dans la critique. Quand on vient demander, entre guillemets, pourquoi j'ai perdu, on n'est pas dans la critique de la critique que vous nous faites, mais plutôt dans l'éducation. Parce que nous, on est plus pour essayer de plus comprendre ta vision, pour essayer de voilà. Et moi, personnellement, pour avoir fait un peu le tour de chaque vision, puisque j'ai un peu de training, même si les gens me voient comme ça, j'ai un peu de training un peu avec tout le monde dans le game. Quand je dis tout le monde, c'est de chaque vision, pour comprendre un peu aussi comment chacun pense. Et moi, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, ça revient aux racines. C'est-à-dire que chaque OG a donné sa vision à des Lilomi qui ont donné leur vision à leur Lilomi et qui fait qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans des battles, bah, tu as un OG qui pense comme ça, enfin, tu as une vision comme ça, tu as une vision comme ça et tu as une vision comme ça. Et aujourd'hui, le problème du game, moi, je pense qu'il s'est fait pendant des années, c'est plutôt qui dit la vérité. Mais il n'y a pas de vérité. Vous dites tous la vérité. C'est ça le truc. Je pense que tu as soulevé un truc, c'est la subjectivité. Et je trouve que quand tu es un juge, il y a une part de subjectivité, ok, mais tu peux pas être subjectif. En fait, moi, si je vois un battle, ok, je vais avoir une préférence, mais je suis capable de dire, même si je préfère le crumb de telle personne, celle-ci a perdu parce que, et comme tu dis, d'expliquer de A à Z pourquoi cette personne a perdu. Ça. Et puis, excuse-moi de te couper, et puis il y a un truc que j'ai pensé aussi, c'était dernièrement, j'ai cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, imagine maintenant tu juges un battle et tu juges une personne qui n'est pas forcément dans la vision que toi tu as appris. Comment tu
aborde la chose. Parce que c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, tu fais tel battle, tu perds. Mais en fait, j'essaie de me mettre à la place du juge. Je me dis, comment il a abordé ce battle? Est-ce qu'il a compris le même truc que peut-être d'autres gens dans ma vision auraient compris? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est même pas une question de savoir juger, de connaissance, de ci, de ça. C'est juste une question de vision. Et après, tu as le dernier truc que je voulais rajouter par rapport à ça. Moi, il y a un truc, il faudra m'expliquer, les gars. Moi, c'est comme si je te dis dans le basket, the godfather of the basket, genre celui qui a inventé le basket, etc., les règles et les gens qui ont développé les règles, il te dit marcher c'est deux pas et pas plus. Maintenant, moi c'est comme si on me disait bah vas-y on fait un match de basket sur playground, mais comme on joue sur le playground d'à côté, on a le droit de faire 5 pas. Pour rajouter du spectacle. Mais c'est du n'importe quoi en fait, c'est pas du basket. C'est du tout ce que tu veux, mais c'est pas du basket. Et moi c'est ce que je comprends pas en fait dans le crumb, c'est que des créateurs ont mis des systèmes des point systems basés sur le timing, la musicalité, le combo, get off, kill off, le caractère, enfin voilà, la prise d'espace, traveling, etc. Et tu as un peu 7-8 points capitaux, je crois que c'est 7 ou 8, je sans dire de bêtises. Et dans ces trucs-là, en fait, ce que j'avais kiffé, c'est que ça mettait tout de suite un espèce de breakdown officiel, original et général dans tous les tournois. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on a abordé cette question, je me rappelle sur les réseaux, on en avait parlé, je crois que c'était il y a peut-être un an et demi, où il y avait cette question qui était revenue, il y avait pas mal de commentaires, un peu des Madroots, un peu nous, un peu des rues. Moi, j'ai trouvé ça constructif, tu vois, parce qu'on voyait vraiment que chacun avait sa vision, tu vois. Et moi, ce que je disais, c'était, mais les gars, en fait, il n'y a rien qui vous empêche de appliquer votre vision dans ce countdown. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, je te dis, là, je suis juge pénal, je juge une affaire. Moi, j'ai mon interprétation, j'ai le fait de comment j'ai appris à classer des affaires, à du coup donner un verdict, etc. Mais c'est mon interprétation à moi. Peut-être que toi, quand tu vas juger cette affaire, peut-être que là, tu vas mettre perpète, peut-être que moi, je vais mettre que 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, alors que les jurys, ils auront dit la même chose, les avocats, ils auront plaidé la même, tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as tout ça. Et ce que je me suis dit, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche de faire l'autre. Genre, moi, si je suis juge, le code pénal, je l'applique. C'est le code pénal que j'applique. C'est pas moi ce que je pense. Oh, vas-y, il a fait un truc de ouf. Bah, je lui mets 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc de ouf, ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, je vais pas faire ça, tu vois. Et donc, moi, quand j'essaie et ça, je trouve ça même intéressant parce que t'as plus ce truc de je suis obligé de m'identifier un peu dans sa vision pour comprendre un peu ce qu'il fait, pour ensuite essayer de lui donner un peu des points dans ça, mais tout en ayant mon objectivité. Parce qu'après, tu galères trop. C'est pour ça que les juges aujourd'hui, ils galèrent. Parce qu'ils essaient de se calquer à notre vision, mais comme ils sont pas de notre vision, ils captent pas. Et tu vois, il y a un chassé-croisé. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, en tout cas, quand j'ai toujours jugé, je mets mon truc dans ma tête. Quand je sais pas, je me pose 10 secondes et je suis en mode, lui, il a eu plus de timing. Ouais, mais lui, il a eu plus de musicalité. Ouais, mais en fait, lui, il a été plus boc à tel moment. Lui, il a ramené sa boc, mais la bocness qu'on lui a ramené, c'était pas naturel. Lui, j'ai vibré dès son intro, il y avait du caractère. Lui, il a été plus technique, mais il n'y avait pas d'intro et pas de caractère. Tu vois, et tout de suite, tu fais la balance, et après, boum, tu fais ta décision. Mais il faut avoir cette réflexion, il faut prendre le courage de faire cette prise de risque et de breakdown. Parce que même si tu te seras trompé au nom de l'opinion publique, au moins, tu pourras t'expliquer. C'est ça. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as ce truc des fois, j'ai l'impression c'est quelqu'un, un newcomer, par exemple, qui va battre quelqu'un qui est là en place, que tout le monde connaît depuis longtemps. Il va le battre, tu vois, mais il va pas le terminer en mode ça va être... il va le battre de ça, tu vois. Et on va dire, soit égalité, soit la personne qui est plus connue a gagné, parce que t'as pas ce ressenti-là parfois. Après, je rajoutais du sel, il y a l'inverse aussi. Hein. Quand t'es fort et que c'est le petit de... Tu peux perdre aussi, moi ça m'est arrivé. Moi je le dis. Mais après, effectivement, sur ce que tu dis, pour revenir sur ce truc de... T'es un newcomer et du coup t'as, on va dire, une tête d'affiche. Franchement, pour moi, je vais pas mentir, c'est soit de l'affinité ou soit bah, peut-être de l'expérience aussi des fois. Parce que des fois, c'est pas forcément de l'affinité, c'est de l'expérience. Dans l'expérience, peut-être que nous, on aura vu qu'il avait peut-être un peu plus de développement dans ses matériaux parce que l'expérience, parce que comment il ramène ça, parce que ça te ramène un feeling, parce que tu te rappelles de certaines choses, etc. Vas-y, c'est sur ça, tu vas donner ce petit point en plus. Parce que... Et c'est ingrat un peu ce point-là. Pourquoi c'est ingrat? Parce que le newcomer, il n'a pas vécu cette vibe défense, il n'a pas vécu ce truc de la nasty house, il n'a pas vécu tout ça, tu vois. Moi, je pense que les juges devraient être un peu plus, je sais plus comment on dit le mot, genre un peu plus large en termes de jugement. Je sais pas si c'est peut-être un autre mot, mais peut-être un peu plus
large avec des newcomers et pas aussi difficile avec les visiteurs parce que des fois je trouve que voilà avec certains visiteurs moi je me mets dedans voilà, mais je trouve que c'est plus tu es fort, plus tu as une expérience et plus on va te juger hardement. Et ça, je trouve ça déloyal un peu. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on juge du crème, on juge un instant présent, on juge une performance, on juge un battle. Et c'est sur le moment qu'on est censé voir ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que je sais de quoi tu es capable. Ça, je l'ai entendu souvent, ça. Exactement. T'as pas dansé comme d'habitude. Je sais de quoi tu es capable. Le round d'avant, l'événement d'avant. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé maintenant? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où tu es juge, tu as cette réflexion-là, mon gars, faut te poser des questions. Je te le dis. C'est pas en mode pour clasher ou quoi que ce soit. Chacun a sa méthodologie de jugement. Mais moi, en tout cas, je considère qu'un juge crème est capable de t'expliquer pourquoi tu as perdu, est capable d'identifier les faiblesses et les points forts des deux protagonistes et est capable de faire une croix, parce que ça, c'est important. Quand je parle d'affinité, je ne parle pas seulement de potes, je parle aussi de vision. Quand je parle d'affinité, je parle de vision commune. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu labs tout le temps ou parce que tu as l'habitude de voir telle personne danser que tu vas comprendre beaucoup mieux et que du coup, ça va avantager l'autre vis-à-vis de toi. Ça, je ne suis pas d'accord. Il faut savoir se mettre en retrait, être neutre et se dire, OK, là, je suis pas sur télévision, je suis pas sur télévision. Et c'est pour ça que moi, le scale, le breakdown, il sert de ouf parce que ça, tout de suite, ça t'évite de penser affinité ou feeling ou non. Donc pour moi, j'encourage vraiment les prochains juges et les juges à essayer de voir un peu ce scale, de comprendre un peu le breakdown, comment il s'effectue. Et je pense qu'ils le savent quand même. Puis après, c'est tout ce timing, etc. C'est comme tu l'as dit au départ, c'est vraiment aussi se documenter, savoir les termes, etc. Parce qu'en vrai, quand tu connais, plus tu connais d'outils en fait, et plus ça va te donner aussi de chance de comprendre en fait la danse de telle ou telle personne, même si tu n'y adhères pas par feeling, par affinité ou quoi que ce soit. Il y a un truc aussi en France, dernière question technique, et après on repassera sur toi, on reviendra sur toi. Oui. J'ai l'impression, peut-être c'est principalement en France, on confond la spaz et la get-off. Oui, fort. Et on confond la spaz et la get-off, et on est en 2023, et il y a encore des gens qui ne sauraient pas en fait définir les deux. Est-ce que, après, comme on a dit avec les autres invités, c'est la faute soit des bigomis, soit aussi des lilomis qui ne prennent pas les cours, parce qu'il y a des cours à prendre. Qu'est-ce que toi t'en penses en tout cas sur cette main question, get-off et spaz? Ok, déjà, premièrement, les gars, allez au State. Tout simplement. C'est là que vous allez capter la différence entre le get-off et le spaz-out. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, ce qu'on va t'expliquer, c'est que le get-off, c'est une unité de corps. C'est comment toi, tu vas danser tout ce qui se passe. Là, en vrai de vrai, si je dis que je suis en train de get-off, je vais me faire insulter. Mais en vrai de vrai, c'est l'unité de corps. Comment toi, tu bouges. Comment toi, toute ta relation avec ton corps, ton ressenti, ce que toi, tu donnes sur l'intégralité de ton corps. Tu n'es pas seulement sur un ressenti au niveau de tes jabs, au niveau de ton chest pop, au niveau de tes jeux de tête, etc. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu vas vraiment essayer de te concentrer sur un ensemble de corps. Le spaz out, c'est un peu une forme libre d'expression où tu donnes tout. Tu spaz, tu comme spaz, la you définition spazzing out, bro. de spaz, like en fait. spaz out. Like, spaz out, c'est vraiment, tu te donnes corps et âme. T'es là, tu te dépasses, ça te prend au trip, tu donnes toute ton énergie, tu sues, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le spaz out. Le spaz out, c'est un peu ce point culminant des fois que tu arrives dans ton passage, tu vois. Et pour moi, le get off est 95 fois plus important que le spaz out. J'insiste, je redis encore, le get off est 95 fois plus important que le spaz out. Pourquoi? Parce que dans ton spaz out, tu retrouves du get off et dans ton get off, si tu as une maturité qui permet de comprendre comment tu t'amènes ce get off dans ton spaz out, mais là, c'est fini, mon gars. Là, tu es dans un next level. Tu vas plus passer pour un gars qui juste gigote ses bras dans n'importe quel sens, à la puissance qu'il te faut. En fait, on a l'impression que tu fais un concours de celui qui balance les bras le plus n'importe comment et le plus. Moi, je le dis grossièrement parce qu'il faut vraiment le comprendre, cette différence. Le get off, c'est beau, les gars. Le get off, c'est beau parce que ça vient de toi, mais surtout parce que c'est toute ta danse qui se mouvoie ensemble. Et du coup, quand tu collapses les deux,
C'est un truc de ouf. Après, Mais tu peux que get off. N'en dis pas trop, il faut que les gens ils viennent à tes cours aussi. Il faut que les gens ils prennent les cours. Après, ouais, aussi. j'avoue, les gars, On va je connais pas l'école faire LGBT, voilà. voilà, ça progresse vite aussi. Mais voilà, si vous voulez apprendre à get off, en tout cas que je sais en France, ben, vous avez Jamsey, vous avez Flip, Amok, Waker, moi aussi. Donc voilà, les gens, on donne des cours, faut venir, hein, Si vous faut voulez faire apprendre le participer get off. la communauté. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que ouais, dans les battles, du coup, et au-delà des battles, même dans les exhibitions, en fait, on est arrivé dans ce truc de c'est plus important de spaz que de get off. Et en fait, les gens, ils n'arrivent pas à voir qui est dans sa get off, mais la spaz, oui, ça se voit, la spaz. C'est un truc, c'est impossible que ça t'échappe à l'œil. Mais on est dans un truc où si quelqu'un a fait un round, il n'a pas spaz, son round, il n'était pas complet. Mais en fait, ça, tu sais, c'est à cause de quoi ça? C'est à cause des tournois. C'est juste à cause de ça. Parce qu'en fait, dans les tournois, tu as 45 secondes. Tu as 45 secondes, tu vas faire 5 secondes, 10 secondes d'intro. Ouais. Après, tu dois te déplacer un peu et tout ça. Ouais. Après, tu connais le petit formulaire, tout ça. On va pas se plutôt, voilà. Donc, tout ça pour dire que les 45 secondes, c'est ce qui fausse le truc. C'est ce qui fausse le truc. Tu avais des passages. Pourquoi on a progressé, les gens de notre génération? Parce qu'on faisait 85% plus de call-out que de tournois. Vrai ou faux? C'est vrai. Les call-outs, ça te permet de poser ta danse, ça te permet d'identifier un son, ça te permet de poser ta danse sur le son que tu connais, que tu as labé toute la semaine dessus. Et tu peux développer tes bases. Dans les labs, tu développes tes bases, tu développes ton get-off, tu développes ton intensité, tu développes tes angles, tu développes tes travelling, tu peux tout faire. Parce qu'au moins, tu as ton temps pour faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que je disais à Bruiser cette année au Will-Est, je lui disais, mais comment tu fais pour adapter toute ta danse que tu fais d'habitude dans des call-outs directement en mode Will-Est, en mode tu donnes tout sur 45 secondes et rester qualitatif. Il m'a dit, tu sais, Jamsey, mon get-off, de 1, il est naturel, mais surtout, il y a surtout la muscle memories. C'est-à-dire qu'en fait, à force de t'entraîner sur le get-off, et que tu passes en mode automatique, comme on a dit, où tu vas devoir avoir un certain temps pour faire des intros, rentrer dans ton crumb, dans ton box, dans ton live, et pouvoir arriver au point culminant le plus rapidement possible, tout en restant qualitatif, très important. Du coup, lui, il vraiment, il privilégie son body language, son naturel, et tout en le mouvant sur ça. C'est-à-dire qu'il est obligé de se calquer sur ça. Il est obligé de donner beaucoup plus d'importance à son get-off puis à sa spaz-out qu'au reste de sa danse. Moi, je suis pas fan. Moi, je te dis, je suis pas fan. Il y a plein d'événements, pas forcément que l'Il-Est, il y en a plein d'événements où on te demande, tu as cette grosse demande de montée d'intensité, on va dire, de création de momentum. Mais en fait, on te demande de créer des momentum comme à l'usine. Genre, maintenant, momentum, fais crier, dis ça. Non. Ça, c'est pas le crumb que moi j'aime, personnellement, tu vois. Je pense que créer des momentum, ça se crée déjà naturellement. Exactement. Ça se crée par force que ton caractère ait eu de l'impact, ait eu un alignement entre tes bases et ta danse, etc. qui fait que, boum, il y a explosion. C'est comme une éruption volcanique. Une éruption, elle peut pas arriver en mode, ça y est, boum, j'explose. T'as d'abord le truc qui chauffe. Pour certains volcans, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, puis après, il y a éruption. D'autres, ça peut prendre que 3 heures, puis il y a éruption, tu vois. Mais tu as ce truc de montée de lave jusqu'à arriver à cette éruption. Et cette montée de lave, elle ne monte pas n'importe comment. Il faut la faire monter intelligemment, avec de la qualité, avec des bases, des mouvements, et surtout tout cet alignement au niveau de ton caractère, ton ressenti, et tes bases, et ta vision, quoi. Et je vais dire un truc, c'est gratuit. Quand vous voyez Bruiser, parce que tu as parlé de Bruiser, quand vous voyez des gars comme Spartan, c'est des gars... Avant même leur passage, jusqu'à la fin de leur passage, après même leur passage, ils sont tout le temps dans leur get-off. Exactement. Et c'est ça, en fait, le but du crump. C'est d'être dans ta get-off tout le temps, en fait. Voilà, c'était gratuit. Maintenant, on passe à autre chose. Du coup, incroyable talent. Oui. L'expérience, donc tu as apporté le crump sur le petit écran. Ça faisait un moment... 2019. Ça fait un moment. Déjà, quelle expérience et surtout... donc, tu as fait incroyable talent. Et puis après, je pense que ça a débloqué pas mal de choses pour toi. Mais d'un coup, il y a eu le Covid. Comment tu as géré ça? C'est 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. On va pas se mytho, c'était compliqué. Après, déjà sur l'année d'Incroyable Talent, j'avais résidence complète à l'Opéra.
Donc, tu avais toute cette résidence, du coup, qui avait commencé, je pense, ouais, fin 2018 jusqu'à, du coup, la restitution du spectacle, mi-octobre 2019. Le tournage d'Incroyable Talent, il a été fait entre juin et octobre, parce que j'ai participé à, 2 émissions, du coup. Comment ça s'est passé? En fait, moi, de base, comme je t'ai dit, j'étais à full résidence. Je venais de gagner le ILEST. J'étais dans une très bonne vibe. J'étais à fond dans l'opéra. Et là, en fait, tu as Casaris, que vous connaissez, je pense, très bien dans le game, qui me dit écoute, tu vas recevoir un coup de fil et tout. Je fais mais comment ça, je vais recevoir un coup de fil, tu vois? Et il me dit écoute, j'ai des contacts un peu, des gens qui travaillent dans la prod. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par ton profil et ils aimeraient t'appeler, tu vois. Donc, tu me dis si toi tu veux pas, mais tu verras ça avec eux. Je suis, écoute, vas-y. Du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont expliqué un peu le projet. Au début, j'étais un peu réticent. Puis, à force de me faire convaincre, ils m'ont fait comprendre qu'ils aimaient vraiment mon univers et qu'ils comptaient faire vraiment un vrai format, du coup, sur ma performance et ce que j'ai fait. Donc, du coup, de là, j'ai accepté. J'ai commencé à m'entraîner, à proposer un truc, parce que de base... je voulais pas forcément proposer un truc que j'avais déjà fait, puisqu'à ce moment-là, j'avais déjà fait La Libération, en fait, qui est le spectacle sur ma main brûlée que j'avais fait à Crumfest en 2018 à la Cité universitaire, à la Fondation des États-Unis, donc dans les premiers Crumfest. Et du coup, au début, j'étais pas trop chaud pour travailler sur ça. Et ils ont insisté, la prod, ils ont insisté, on veut voir ça. Non, parce qu'en fait, ils ont vu la vidéo et ils ont pété les plombs. Ils ont grave kiffé et tout. Mais ils m'ont dit, la seule problématique, c'est qu'il faut que tu l'adaptes sur 2 minutes. Du coup, moi, j'ai fait un peu du boudin au début parce que c'est pas ce que je voulais. Et c'est vrai que c'est difficile un peu avec ce type d'émission parce qu'au début, tu as des idées, eux, ils ont des idées et du coup, il faut un peu s'entendre. D'ailleurs, Dado, big up à toi, parce qu'il m'a vu tout l'été à la Villette, tout seul à 22h en train de travailler le truc. C'est Dado et Emily, big up à vous, parce qu'eux, ils m'ont vu préparer ce que j'ai fait, du coup, à Incroyable Talent. Et de là, du coup, j'ai dit, vas-y, tant pis, je fais ce qu'ils ont envie de faire, mais je l'ai réadapté d'une manière un peu plus nouvelle. Et j'ai proposé ce show de la Libération qui a ému les jurys. Pour le truc d'Hélène Ségara, en fait, on se connaissait depuis 2018, dans le sens où moi, j'étais venu accompagner Dakota et Nadia, qui est arrivé en finale en 2018. Donc, j'ai fait tous les backstage avec eux pour leur donner la force. Et de là, on s'est rencontrés dans les coulisses et on s'est un peu parlé. Je lui ai dit que je faisais du crump et tout. Il y avait Balas en plus aussi avec moi aussi ce jour-là. Et du coup, je pense qu'elle s'est juste rappelée en fait, de moi, en fait, tout simplement. Et elle a dit, ah, c'est cool et tout que tu passes et tout. Et j'ai fait ma performance, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'elle a été pas mal critiquée sur Internet et en même temps, du coup, aimée aussi des internautes. C'était jury un peu mitigé, mais c'était passé quand même. Et puis voilà, ça a été une bonne expérience. Puis après, il y a eu la demi-finale où ça l'a plus trop fait, puisque du coup, là où je me suis senti un peu arnaqué, c'est que dans le sens, on m'a mis une chorégraphe à disposition. Cette chorégraphe ne connaissait rien du crump. Voilà. Donc, moi, je lui propose des trucs qui ne lui font pas sens. Donc, ça a un peu clashé parce que ce que je proposais, elle aimait pas. Et ce qu'elle, elle proposait, je n'aimais pas. Du coup, je suis passé par son assistant avec qui ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Et il m'a laissé un peu faire mon truc. Il m'a un peu briefé sur 2-3 trucs, mais on a réussi à s'entendre. Mais voilà, je pense que par manque de temps, j'ai proposé quelque chose qui était peut-être plus plaisant pour le jury, qui était moins plaisant pour moi. Donc, je pense avoir perdu un peu de cette identité en demi-finale et je pense, personnellement, c'est ce qui m'a coûté ma place en finale. Donc, voilà. Donc, très bonne expérience. Ce qu'il en a découlé, écoute, quelques plans, perfos, des plans clips, etc. Mais pas forcément quelque chose de plus avançant. Par contre, ce que moi, j'ai compris de moi-même, c'est que ça m'a lancé dans l'écriture de mon spectacle, que ça m'a lancé un peu dans le monde artistique, plus théâtre, etc. Et que j'ai commencé un peu à développer ça. Et là, je suis dans la finalité actuellement de mon projet où bientôt il y a pas mal de choses qui vont sortir là-dessus avec une équipe enfin que j'ai réussi à réunir parce que c'est un peu le plus dur pour ceux qui font leur solo qui savent. C'est plutôt de réunir une équipe, une administration, un producteur ou un administrateur, des gens qui vont t'accompagner parce que dans ça, tu peux pas faire ça de solo. C'est pas comme si tu viens, tu joues ta scène et t'es payé, c'est pas comme ça.
T'es obligé d'avoir une structure, t'es obligé d'avoir des gens qui travaillent avec toi, t'es obligé de déclarer ces gens-là, t'es obligé d'avoir une régie lumière, t'es obligé d'avoir une régie son, t'es obligé d'avoir un programmateur qui met en relation le lien du spectacle. Enfin, c'est tout un univers et tout ça, bah, ces 2 années Covid, ça a été un peu ces années-là où j'ai appris à approfondir vraiment ce côté artistique et ce côté théâtre. Ok, ouais, donc tu as vraiment maximisé en fait le Ouais, Covid. et je continue à apprendre. Donc en vrai, dans l'ombre, vous me voyez pas, mais il se passe plein de rendez-vous, il se passe plein de choses, il se passe plein de résidences, il se passe plein de réflexions aussi sur moi-même, sur des lumières, sur ci, sur ça, enfin voilà. Ok, cool. Justement, tu as parlé de ton solo. Est-ce que tu peux nous dire ou pas le sujet de ce solo, justement? Alors, moi, la seule chose que je vais pouvoir dire, c'est qu'il s'appelle Amp, le solo. Donc, Amp, c'est un nom Crum que je pense qui est très, très peu utilisé. Bah, les New G ne connaissent plus, pas. Amp, du coup, c'est vraiment c'est une élévation quasiment suprême, en fait, dans ton crump. C'est limite, tu voles comme un aigle avec ton ressenti sur l'intensité, tout ce que tu dégages, t'es M, quoi. T'es élevé d'esprit, quoi. T'es un peu comme une personne qui a un 6e sens ouvert, mais en termes de liveness et d'intensité. Moi, c'est ce que je comprends dans M. Et Amp, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je me suis toujours senti un peu surélevé dans ce crump, dans ce truc-là. Moi, si je dis ça sans prétention, j'ai senti très vite que dans le crump, je pouvais faire de grandes choses. J'ai senti très vite cet alignement. Alors pourquoi j'ai senti très vite cet alignement? Parce que je compare à mon ancienne carrière sportive, où j'ai beaucoup plus galéré, il y avait beaucoup plus de portes fermées, alors que le crump, tout s'est enchaîné très rapidement, tu vois. Donc la synthèse de mon spectacle Amp, c'est vraiment des bouts de ma vie que je mets sur scène. C'est vraiment des idées, des réflexions que moi que j'ai sur la société, que j'ai sur le monde, que moi j'arrive à mettre en scène avec des lumières, de la danse, du slam, du texte, du beatmaking. Vous allez retrouver tout ce que je sais faire. De la musique, du slam, du crump, tout. Toutes mes facettes sont mises en scène en fait. En mode triple-double. Je suis en mode triple-double, LeBron James, je prends les rebonds, je mets les points et je mets les passes. Je fais tout. Non mais en gros tout ça pour dire que voilà, j'ai essayé de faire vivre au maximum ma vision. C'est-à-dire que moi j'ai trop kiffé mes résidences parce que mes résidences j'étais vraiment en mode Kanye West. Genre j'arrive, je me pose, j'ai envie que la bande son elle soit comme ça, je mets mon ordi, je fais la bande son, je mets la bande son, je commence à danser, je commence à laber, j'écris mon spectacle. En fait, j'ai besoin de rajouter ça, je rajoute ça, tu vois. Il y a un truc de création de produit. Tu vois, je crée le produit brut, je vais aller le chercher dans la terre là, tu vois, et je vais aller le cuisiner, le laver, tu vois ce que je veux dire, vraiment. C'est moi ce que je cherche vraiment, en tout cas pour me retrouver vraiment au centre de mon art, c'est d'essayer de vivre le truc au maximum, tu vois. De vivre le truc au maximum dans la musique, dans la danse, maintenant dans la vidéo aussi. Donc voilà, excuse-moi, de toutes mes facettes, j'essaie de les faire vivre tout simplement dans mon spectacle. Et est-ce que tu te retrouves pas avec ce truc je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand tu fais de la créa, après revenir dans le game, tout ce qui est battle, etc., c'est pas le même format, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que toi, tu as senti ça? Est-ce que tu as souffert de ça ou pas du tout? Je n'ai pas souffert de ça, je dirais plutôt que c'est une question d'adaptation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, par exemple, là, le lendemain, je vais repartir en création. Je sais que pendant 3-4 jours, je vais être dans un truc qui est complètement hors de ce que je sais faire. Par contre, c'est un combat hebdomadaire. Ça veut dire que toi, comment tu arrives à ramener cette street et cet underground sur scène? Comment tu arrives à t'adapter à ça et comment tu arrives à reprendre ce que tu as appris en termes de nouvelles choses en création et les réinjecter dans l'underground. C'est un travail dans les deux sens. C'est pour ça que pour moi, c'est pas difficile. Beaucoup de gens en souffrent, ils se disent, vas-y, putain, j'ai pas labé pendant 1 mois, parce que 1 mois, j'étais en créa, ils ont pris mon crump, ils l'ont détruit, ils m'ont fait faire des arm swings sans aucun sens, ils m'ont fait faire des chest pop en mode, genre, tu trembles, genre, limite, tu vois ce que je veux dire, tu fais pas des chest pop pour faire un chest pop. Il dit, ouais, moi, j'aime bien, là, quand tu bouges ça, moi, ça, je le veux comme ça, tu fais ça, mais pendant 3 minutes, et les lumières, elles vont changer et tout. Non, des fois, les metteurs en scène, j'ai juré, vous êtes des ouf. Mais j'ai juré, vous êtes des ouf. Mais tout ça pour dire que, c'est un chassé-croisé. Il faut pas prendre ça comme quelque chose qui draine ta danse. Je pense que ça aussi, ça te fait un peu régresser ou ça te fait perdre de la vibes. Parce que tu as l'impression qu'on prend ton art. On ne le prend pas, on le nourrit. C'est juste à toi de mettre un peu la barrière de ce que tu es capable de recevoir et de ce que tu es capable aussi de donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est par rapport à ce chassé-croisé. Yes. C'est d'ailleurs dédicace à Grishka parce que franchement, les 2 pièces, enfin toutes les pièces en fait, du coup la nuit chorégraphique de Yes, c'était énorme. En fait,
en termes crump, en termes... c'était énorme. Voilà, je ne sais pas si les vidéos vont sortir. En tout cas, si vous avez la chance d'aller voir les spectacles, allez les voir. Du coup, de toute façon, on fera la pub Red. Et donc voilà, c'était juste la petite dédicace. Du coup, revenons à Jamsey. On a parlé de la compétitivité. Et là, je vais parler aussi de l'aspect... il y a un aspect aussi dans le crump. Je pense que c'est la même chose pour toi. Pour moi, le crump aussi, c'est thérapeutique. Je pense que tu as parlé de hump. Et comme tu as dit, c'est super parce que le but du crump, c'est ça, au final. Et comment, pour toi, tu peux voir le crump? Moi, je le vois comme une thérapie dans le sens où, en fait, aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai 31 ans comme toi. J'ai commencé le crump, j'avais 15 ans, donc avec une pause de 4 ans. Mais j'ai grandi dans le crump, j'ai eu des bons moments, des mauvais moments, euh, que ce soit dans le crump, hors crump, les deux liés, etc. Est-ce que toi, tu peux nous parler de l'aspect thérapeutique du crump, l'aspect, on n'en parle pas trop, de l'état mental, que ce soit la dépression ou tout ça? Bah écoute, moi, le crump, c'est vraiment une danse qui a vraiment, 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 vraiment nourri ma vie, en fait. Je vais pas mentir, aujourd'hui, j'ai le petit garçon qui est rentré dans le crump et l'homme qui en ressort, et c'est totalement deux personnes différentes. Je pense que avant tout, j'ai pris énormément de confiance en moi grâce au crump. Euh, Pas forcément le fait de l'AB, parce que beaucoup de gens confondent le fait de pratiquer du crump et les expériences qui t'arrivent dans le crump. Ouais. C'est-à-dire que le crump m'a emmené dans des endroits, m'a emmené dans des performances, m'a emmené à donner des workshops très rapidement, donc tout de suite. Tu as 15 personnes qui te regardent devant toi en mode « apprends-moi les trucs », or que peut-être tu n'as jamais donné de cours de ta vie, peut-être que même d'autres types de danse, tu n'as jamais donné de cours. Moi, mon éducation de professeur de crump dans les workshops, je l'ai acquise en donnant. J'ai pas eu de formation avant, tu vois ce que je veux dire? Et donc tout ça, ça a un rapport avec la confiance en soi. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de considérer ce truc de confiance parce que ça va t'amener à vivre des expériences, ça va t'amener à vivre des moments qui vont te renforcer en tant que personne. Ouais. Après, est-ce que ça m'a guéri de certaines choses? Je ne vais pas mentir, non. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous eu des moments difficiles dans nos vies. Par contre, ça t'apprend à mieux les vivre, en fait. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tu vas être triste et le fait d'avoir eu... c'est peut-être bête ce que je vais dire, hein, mais le fait d'avoir sessionné toute la semaine, d'avoir extériorisé toute la semaine, Exactement. tu te sens plus vite pour accueillir quelque chose qui peut-être peut te mettre dans le down ou peut-être des fois même plus dans le positif, parce que des fois ça peut aller dans les deux sens. Ouais. Mais tu accueilles beaucoup mieux le truc que si tu as un cœur lourd et que si tu as une semaine lourde, tu as un mental lourd et que tu n'as pas extériorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui travaillent par exemple 35 heures par semaine et qui n'extériorisent pas. Ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent et c'est reparti encore pour une semaine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le crump, c'est quelque chose qui te permet d'avoir cet outil d'extériorisation, de te défouler. Mais quand je dis défouler, c'est pas j'arrive, je fais mon activité tous les dimanches de 15h à 17h, je balance mes bras et puis c'est vraiment moi j'y vais avec le cœur, j'ai envie de m'extérioriser, il y a cette recherche d'extériorisation et c'est ce qui est intéressant pour moi. Et enfin, je clôturerai sur l'aspect thérapeutique. Quand par exemple, tu veux nouer des sentiments de ta vie à tes passages, je trouve que c'est hyper libératoire. C'est peut-être un peu... ouais, c'est un peu comme... ouais, c'est libératoire. En fait, je ne vais pas utiliser d'autres mots, c'est libératoire. Ça te permet de mettre des mots sur des souffrances, ça te permet de mettre des mots sur des angoisses, ça te permet de mettre des mots sur des traumatismes, etc., etc. Aujourd'hui, moi, je le dis, cette forme-là, c'est ce qui a fait le crumper que je suis aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'écrivent tous les jours, ouais, tu as beaucoup de ressentis quand tu danses, comment tu arrives, comment ci, comment ça. Mais moi, ce que j'explique à tout le monde, c'est que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je peux t'expliquer comment ouvrir cette porte pour que tu laisses ton ressenti se connecter à ta personne. Ouais. Mais si c'est à toi après de faire la connexion. Exactement. Moi, je suis juste là pour te donner un peu la clé. Je suis le serrurier, moi, en Ouais, fait, tu vois. c'est Tu me demandes de faire une clé comme ça, je te la fais et vas-y, tu vois. Moi, je la modèle en fonction de chaque Lilomi ou de chaque élève que moi, je vais faire la baie, vu que tout le monde est différent, mais je vais façonner la clé pour la serrure de chacun. Mais c'est à eux de faire d'ouvrir la porte et d'aller chercher, du coup, cette extériorisation, cette connexion. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, du coup, Sanka au tout début qui m'avait appris, qui m'avait fait un exercice atypique de ouf. D'ailleurs, avec tous les rues, big up à vous, vous m'avez torturé ce jour-là.
En fait, ils m'ont enfermé dans la chambre de Nab Ouais. à l'époque, et tout Nab était beaucoup plus jeune. Et ils m'ont enfermé dans la chambre de Nab et ils m'ont dit, regarde, ils ont ouvert la fenêtre et ils m'ont dit, regarde tout Paris. On était un peu genre dans les derniers étages, il y avait des toits parisiens et tout. Et ils m'ont dit, regarde tout Paris, essaie de comprendre ce que Paris t'évoque et relâche tout. Juste ça, les consignes. Vraiment des consignes hyper primaires, hyper, pas forcément en mode on détaille et tout, tu vois. Ouais. Je fais, ils reviennent 30 minutes après, ils disent c'est pas assez, ils referment la porte. Si tu connais les laves à l'ancienne, tu connais. Et du coup, moi je continue, je suis mais vas-y, je comprends pas, tu vois. Je fais le truc, j'essaie de me connecter, mais j'arrive pas. Ils reviennent, ils voient que c'est pas bon et ils font ça au moins 3-4 fois. Et là, ça me frustre. Ça veut dire que là, en fait, de cette frustration est née une mini connexion, comme si tu faisais du feu en fait, tu vois, tu faisais du feu avec du bois et tout, et nanana. Ouais. Il y a une petite flamèche qui se maintient. Et en fait, cette flamèche, tu vas essayer de l'entretenir pour que ça devienne une petite flamme, pour qu'ensuite ça devienne un feu. Et en fait, c'est comme ça que moi j'ai perçu l'histoire de ressenti, de connexion avec ça. Tu vois, ça veut dire que je suis arrivé, j'ai développé ça, j'ai senti ce truc-là, j'ai approfondi, je suis allé encore plus loin. Et là, j'ai commencé à faire oh waouh, là, tel pouvoir. Et donc, du coup, c'est comme un jeu d'aventure. Au début, tu arrives au premier niveau, au deuxième niveau, puis après, tu n'arrives pas, tu redescends au zéro, niveau 0, tu fais 1, 2, 3, et tu redescends, et ainsi de suite. Et en fait, tu vas pousser de plus en plus loin ton ressenti, et c'est de là que va se créer ce truc de liveness, ou de ressenti, d'omniprésence, de ressenti. Tu as une espèce de faisceau, tu as une espèce de truc qui s'émane en toi. Et en fait, ça, pour finir sur le truc de thérapeute, de thérapeutique, ça soigne aussi. Parce qu'en fait, ça te crée petit à petit une espèce d'alter ego qui vit au quotidien avec toi. Et ça, c'est ce que je vis en tant que crumper. Ça ne veut pas dire que des fois, je parle à Jamsi ou des fois, tu parles à Edwin. C'est juste que je suis toujours la même personne, c'est ça. mais mon subconscient, il est présent avec moi. Parce que j'ai appris à l'identifier. C'est ça, parce qu'en fait, il est là tout le temps, en fait. Il est là chez tout le monde. C'est juste qu'il faut apprendre à l'identifier, il faut apprendre à le connaître. Exactement. Tu vois? Voilà. Et je terminerai par ça. Ça permet d'avoir une meilleure gestion de ses émotions et justement d'utiliser ses émotions pour produire, en fait, pour être productif et pour se pousser vers l'avant. C'est ça aussi, le crump, s'élever, justement. Du coup, on va terminer l'interview sur ce mot-là. Checkez les petites vidéos après bonus. Et en tout cas, la prochaine, c'était Red avec Jamsi. Peace!